Michel Sapin, le ministre du Travail, est l'invité de Preuve par trois à un moment clé et même tendu, on peut le dire, du réformisme social. Cette orientation revendiquée par le quinquennat qui ne fait pas le bonheur, Michel Sapin, de toute votre majorité. Cela alors que la rue est occupée bruyamment par les victimes des plans de licenciement regroupés derrière la CGT et FO pour réclamer une autre politique. Pour vous interroger, Michel Sapin, nous rejoindrons tour à tour sur ce plateau Pierre Glachan de l'agence France Presse, notre partenaire pour Preuve par trois, partenaire avec Dailymotion d'ailleurs depuis 15 jours, qui permet aux internautes de réagir en direct à cette émission et même de vous interpeller. Et puis également Perrine Tarnaud sera là, elle nous rejoindra. Perrine Tarnaud de Public Sénat, qui est intriguée par votre statut de valeur sûre du gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'elle le conteste. Mais d'abord, que répondez-vous à la Cour des comptes sur l'impossibilité de réduire à 3% le déficit public cette année? D'ailleurs, on note que François Hollande fait un premier pas dans son sens en évoquant une révision à la baisse de la croissance. Ce que souligne la Cour des comptes, je crois que c'est le principal, c'est l'effort que, en ce moment, le gouvernement, d'une manière générale, sous l'impulsion du président de la République, fait pour redonner un équilibre à nos comptes publics, ce qui avait été perdu, pour diminuer les déficits, ce qui sera le cas, et pour diminuer l'endettement de la France. C'est cet effort-là qu'il faut continuer, qu'il faut maintenir dans le temps. Mais ça n'est pas un satisfecit quand même. Non, mais la Cour des comptes n'est jamais là pour donner des satisfecits. Bon. Mais je remarque simplement que sur ce point, elle dit que l'effort a été programmé, que l'effort est tenu, et que c'était poursuivi, et que cet effort est nécessaire. C'est ce que nous faisons. On ne le fait pas pour le plaisir, on le fait simplement parce qu'il n'est pas possible de continuer à rembourser tant de dettes et tant d'intérêts de la dette, alors qu'il y a tant de besoins par ailleurs à satisfaire et à financer. Et donc nous prenons nos responsabilités. Ce qui n'a pas été fait par les uns et par les autres auparavant, nous le faisons aujourd'hui. Mais il ne servirait à rien, je le dis très clairement, aujourd'hui, de faire une course à l'austérité supplémentaire, quitte à ce qu'à ce moment-là, on casse les ressorts qui sont les ressorts de la croissance qui va venir, qui est en train d'être construite. Nous construisons les bases nécessaires pour un retour de la croissance. Nous le construisons au niveau européen, avec une politique de stabilité au niveau européen. Nous le construisons en France, on en parlera certainement, avec une banque publique d'investissement, avec ce crédit d'impôt compétitivité emploi pour les entreprises, pour qu'elles investissent, pour qu'elles innovent, pour qu'elles embauchent, et avec une nouvelle réglementation dans le domaine du droit du travail pour faire sauter cette peur de l'embauche qui aujourd'hui bloque un certain nombre d'emplois et de création d'emplois. Vous avez entendu aussi les critiques de la Cour des comptes qui dit que, eh bien, il n'y a pas assez d'économies, on ne les voit pas dans le budget, et puis que vous vous reposez sur des hausses d'impôts, donc aléatoires. Vous dites pas de course supplémentaire à l'austérité. Ça veut dire que les 3% de déficit sont pour vous un dogme qu'il faudrait dépasser vu la conjoncture? C'est l'objectif de la France, elle l'a réaffirmé, c'est un engagement qui est pris vis-à-vis de ses partenaires européens. C'est une question européenne. Et cette question-là sera posée au niveau européen. Elle ne concerne pas que la France, elle concerne l'ensemble de nos partenaires européens. Mais je le répète, le 3%, je ne veux pas rentrer dans la technique, c'est le résultat d'une règle de 3. Et donc, c'est ce qui compte vraiment pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le FMI, ce que dit l'OCDE, ce que dit la Commission, ce que dit aujourd'hui la Cour des comptes, c'est que l'effort que nous faisons, qui est un effort de justice fiscale, certains nous le reprochent, de justice fiscale, et qui est un effort de maîtrise et de diminution de nos dépenses publiques, nous puissions le continuer au rythme que nous avons prévu. On les tiendra, ces 3%? Mais je répète, le 3% est le résultat d'un calcul mathématique. Ce qui compte, c'est que nous avions prévu 35 milliards de diminution du déficit public. Il y aura ces 35 milliards de diminution du déficit public. Vous répondez sur la tendance, mais Jean-François Copé, lui, considère que la Cour des comptes, présidée par votre ami, M. Migaud, confirme les critiques de l'UMP contre François Hollande. Oui, mais l'UMP qui a mis la France dans la situation dans laquelle nous l'avons trouvée a vraiment peu de leçons à donner. Donc laissons ces critiques-là, elles sont de caractère politicien. Ce qui est beaucoup plus important, c'est quel effort, de quelle manière est-il partagé entre les Français. C'est pour ça que nous avons fait une réforme fiscale qui fait que certains payent plus d'impôts, et en particulier les plus riches des Français, qui fait que nous avons fait des réformes pour que les revenus du capital soient imposés comme les revenus du travail. C'est pas si simple que cela, des réformes. Ça a fait réagir, on l'a vu. Bon, mais il faut de la justice dans l'appel à l'effort, et il faut en même temps du sérieux
dans la dépense, mais je le répète, ça ne servirait à rien, comme d'autres pays ont été obligés de le faire, de courir comme ça tout le temps, à moins de dépenses, moins de dépenses, moins de dépenses. On sait que dans ces cas-là, ça a un effet sur la croissance. Et donc cette spirale à la baisse qui a abouti à ce qu'un pays comme la Grèce tombe dans la situation où elle est, ça n'est pas la situation de la France et ça ne sera pas la situation de la France. Nous continuons avec le même chemin, avec la même constance, avec la même volonté de rééquilibre de nos comptes publics. D'accord. Voilà qui est bien noté. Donc c'est votre réponse à la Cour des comptes, Michel Sapin. Il y a des critiques dans la rue également. Hein. Et que répondez-vous aujourd'hui à tous ceux qui sont mobilisés autour des Goodyear? Ils se disent, pour résumer, bernés par les illusions sociales dispensées pendant la campagne présidentielle. Quand vous êtes salarié d'une entreprise comme Goodyear, et surtout du site de Goodyear Amiens-Nord, et qu'on vous annonce du jour au lendemain que ça va fermer et qu'il va y avoir plus de 1000 emplois supprimés, et éventuellement 1000 licenciements, il y a de quoi être en colère. Il y a de quoi manifester sa colère. Et il y a de quoi le faire. Certains sont en colère, par exemple, contre la CGT. Vous avez entendu ? Il y a de quoi le faire là où ils l'ont fait, c'est-à-dire devant la direction de Goodyear, au moment où une réunion est en cours d'un comité central d'entreprise, c'est-à-dire d'un lieu de négociation et de discussion. Parce qu'il faut appuyer les négociations qui vont commencer sur cette question. Parce que, je le répète, il est normal qu'une organisation syndicale, ou surtout des salariés dans la détresse, disent au gouvernement « faites quelque chose pour nous ». Là, ils sont tous seuls maintenant que le groupe Titan s'est retiré. Non mais il n'y a pas que Titan au monde, il y en a d'autres qui peuvent fabriquer des pneus. Donc il faut bien entendu accompagner toutes les possibilités de recherche. Mais je veux simplement dire que l'interlocuteur d'une organisation syndicale dans une entreprise, c'est la direction de cette entreprise. La modalité qu'il faut pousser, qu'il faut même pousser plus qu'aujourd'hui, c'est la négociation dans l'entreprise. Il faut donc donner au dialogue social dans l'entreprise toutes ses chances. Si ce dialogue social avait été mené de manière pertinente et de manière suffisamment loyale à Goodyear, il y aurait eu une solution l'année dernière. Ça n'a pas été le cas et on voit où on se retrouve aujourd'hui. Pour être clair, vous parlez de la direction. Le dialogue social, c'est deux personnes. D'accord, parce que là, la CFDT, par exemple, de cette usine, a critiqué la CGT qui a bloqué. Vous êtes sur cette ligne ? C'est une organisation syndicale qui est dans le débat syndical avec d'autres organisations syndicales. Moi, je suis le ministre du Travail et je prends toutes les organisations syndicales avec respect. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec elles ou qu'elles sont d'accord avec moi, mais je les prends toutes avec respect. Bien sûr. Je ne montre pas une organisation syndicale du doigt. Je dis simplement que le dialogue social dans cette entreprise, s'il avait fonctionné, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, bon, vous ne voulez pas exactement définir les responsabilités des uns et des autres, mais on vous a quand même un peu compris, Michel Sapin. Néanmoins, le futur patron de la CGT, M. Thierry Lepant, va lui jusqu'à juger que François Hollande s'inscrit dans la suite de Nicolas Sarkozy. Alors qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais comme le disait un autre ministre du gouvernement qui a de l'expérience, chronologiquement c'est vrai. François Hollande a été élu après Nicolas Sarkozy. Il trouve que Hollande pense comme Sarkozy que le travail c'est d'abord un coup. Pour le reste, je pense qu'il fait une erreur en laissant penser que c'est ce que penseraient ses propres troupes. Elles savent bien qu'il y a eu un changement. Elles voient bien que ce ne sont pas non seulement des différences de personnes ou des différences d'attitude, mais ce sont aussi des différences de politique. Et que ce que nous construisons pas à pas et qui par définition ne peut pas avoir un effet immédiat. Goodyear est en problème grave depuis 4 ans. Donc il ne suffit pas de changer de président de la République pour que les problèmes graves de Goodyear depuis 4 ans se résolvent. Ils le savent très bien. Les propres troupes de M. Lepant savent parfaitement que les choses ont changé. Ensuite, qu'on soit impatient, qu'on en veuille plus, qu'on veuille que ça aille plus vite, que ça aille plus fort, c'est normal. Ça fait partie du jeu démocratique et ça fait partie du dialogue social entre le gouvernement et l'ensemble des organisations syndicales. Est-ce qu'on peut dire que les plans sociaux pèsent finalement assez peu sur les chiffres de Pôle emploi aujourd'hui ? Oui, c'est la réalité statistique. Quel pourcentage des entrées, par exemple ? On peut considérer aujourd'hui que sur 100 chômeurs qui rentrent chaque mois à Pôle emploi, il n'y en a pas 4 qui sont chômeurs à la suite d'un plan social. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'occuper de tout le reste. Ça veut dire qu'il faut s'occuper des 90% qui sont au chômage, mais pas du tout qu'il faut désintéresser des plans sociaux, ni bien entendu de ces grands plans de licenciement qui ont un effet massif, à la fois pour les salariés, mais aussi pour les régions concernées. Je ne dis pas ça pour minorer, mais je dis ça parce que nos politiques
contre le chômage doivent être des politiques qui sont tournées vers les 90% qui sont quoi? Des fins de CDD, des fins de mission d'intérim, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui ne trouvent pas leur emploi, des femmes qui reviennent sur le marché du travail et qui ne trouvent pas d'emploi. C'est à tout cela qu'il faut aussi apporter une réponse. Plus invisible. Plus invisible, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'en occuper. Au contraire, il faut s'occuper de ces 90%, comme il faut bien entendu avoir une attention particulière pour aider, appuyer, accompagner ceux qui aujourd'hui cherchent des solutions dans des entreprises qui ont des plans massifs de licenciement. Pour prévenir les plans de licenciement, est-ce que le chef de l'État fait la moitié du chemin seulement en ajoutant à l'agenda parlementaire, il l'a annoncé, une loi sur la reprise des sites rentables, mais il ne parle plus de la loi sur les licenciements boursiers qui est réclamée dans la rue là aujourd'hui? Oui, alors, il n'y a aucune nouvelle particulière, aucune surprise dans l'annonce du président de la République. C'est quelque chose qui, depuis toujours, a été dit. Il est clair, d'ailleurs, que c'est une proposition de loi à l'initiative du groupe socialiste qui est en cours d'élaboration et qui permettra d'apporter des réponses à ces situations intolérables où vous avez une entreprise qui marche avec un site qui marche, qui gagne de l'argent. Je ne parle pas d'un site même comme Goudière, qui perd de l'argent. Un site qui gagne de l'argent et il se dit, si je vais le déplacer ailleurs, je vais en gagner encore plus. Eh bien, dans ces cas-là, il doit y avoir la possibilité, nous verrons suivant quelle méthode, pour qu'une autre offre, une autre entreprise qui veut racheter ce site rentable puisse le faire. Vous avez des exemples de sites rentables qui sont condamnés à la fermeture par leurs propriétaires? Bien sûr, mais j'ai le sentiment que c'est le cas, vous savez, chez ce fabricant de glace, Pilpa, qui a aujourd'hui décidé de fermer pour aller voir ailleurs, alors qu'il gagne de l'argent sur ce site. Vous expropriez Là, on regardera les modalités. On regardera les modalités. C'est tout ça qui est en train d'être discuté par le groupe socialiste, mais il faut répondre à ces situations qui sont intolérables. De même que ce qu'on appelle les licenciements boursiers. On en parle plus de cette loi, mais pas du tout, c'est dans l'accord. Il paraît qu'on va en parler dans quelques minutes. C'est dans l'accord, oui, c'est prévu dans l'accord entre les partenaires sociaux et c'est prévu dans le projet de loi, puisque maintenant il s'agit d'un projet de loi, d'un avant-projet de loi sur ce point. Donc c'est prévu et je peux vous expliquer comment on luttera contre les licenciements boursiers grâce à la mise en œuvre de l'accord du 11 janvier, qui est un très bel et bon accord pour les salariés eux-mêmes. Quel commentaire vous inspire M. Lakshmi Mittal, qui a boycotté apparemment, enfin qui n'était pas présent à une réunion importante à Bruxelles où on devait évoquer le plan européen pour l'acier? Il y avait une réunion des ministres de l'industrie à Bruxelles qui se préoccupent de l'acier européen, pas seulement de l'acier dans chacun de leurs pays, mais de l'acier européen. Je pense qu'effectivement, la moindre des choses, c'est que le premier aciériste européen, puisque c'est le premier fabricant d'acier en Europe, aurait dû être présent à leur demande. C'est une désinvolture coupable? Oui, je trouve que c'est une désinvolture qui aurait pu être évitée. Voilà. Le message est passé pour la prochaine fois. Le dialogue, c'est toujours meilleur que le fait de tourner les talons. Est-ce que le pari reste toujours d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année? C'est pas un pari. On ne joue pas. J'ai pas mis de l'argent sur la table. C'est un engagement? C'est un objectif mobilisateur. Nous devons inverser la courbe du chômage. Ça veut dire très simplement, tout notre combat économique, financier, budgétaire, avec toutes les réglementations nouvelles dans le domaine du travail, toutes les politiques nouvelles dans le domaine de l'emploi, est fait pour qu'on inverse la machine. Mais qui peut y croire? C'est un peu comme pour la baisse du déficit. Mais je vais vous dire alors, vous croyez qu'à une seule chose, c'est à l'augmentation continue, irréversible et pour toujours du chômage? Non. Donc vous souhaitez, vous aussi, individuellement et collectivement, qu'on arrête la montée du chômage et qu'on inverse. Vous sentez dans votre fonction que votre obligation, c'est de donner de l'espoir? Mais c'est pas seulement de donner de l'espoir. Pourquoi seulement donner de l'espoir? C'est pourquoi donner seulement des perspectives? Ça compte, paraît-il. Mais ça compte peut-être, mais on n'a pas une élection devant nous là. Il n'y en a pas une élection en 2013. Je ne suis pas en train de faire une promesse pour passer par-dessus une élection. Je suis en train, avec l'ensemble du gouvernement, de mettre en place des outils qui seront efficaces, qui sont efficaces, qui commencent à être efficaces, mais qui vont avoir leur pleine efficacité à la fin de cette année. Et à la fin de cette année, oui, nous aurons inversé la courbe du chômage. Oui, vous le répétez. Donc, vous aurez inversé la courbe du chômage à la fin de l'année, Michel Sapin. Voilà, exactement. C'est clair, c'est affirmé. C'est comme ça que nous pouvons mobiliser l'ensemble des acteurs. Parce que ce n'est pas simplement l'affaire d'un ministre. C'est l'affaire de tous les ministres. Ce n'est pas simplement l'affaire d'un gouvernement. C'est l'affaire de tous les acteurs économiques, que ce soit du côté patronal comme du côté syndical. Et pour cela, donc, vous avez notamment les emplois d'avenir, vous avez les contrats de génération, et puis donc cet accord sur la compétitivité des entreprises et une certaine sécurisation de l'emploi. Sécurité des salariés, qui va devenir une loi. Elle sera présentée au Conseil des ministres début mars. Un texte qui a donc été accepté par le patronat et par une partie des syndicats. Majoritaire. Majoritaire, 3.
la tâche vous revient donc maintenant. Hein, ça va être compliqué là pour les semaines qui viennent, Michel Sapin, vous le savez. Le plus compliqué, c'était de retranscrire effectivement dans la loi. Oui. C'est c'est pas fini, parce que maintenant, oui, il va falloir préserver ce fragile équilibre face aux coups de boutoir, et ils sont nombreux. Dans votre majorité. Les coups de boutoir de qui? Notamment. J'attends les coups de boutoir. À la gauche du PS, on voit ça. Je n'en connais pas. On en parle dans un instant après cette mise au point faite par Fabrice Cunet sur le texte de cet accord sur l'emploi. Tout juste déposé devant le Conseil d'État est déjà menacé de modifications. L'avant-projet de loi sur la sécurisation de l'emploi fait toujours débat au sein de la majorité, malgré des retouches apportées après un mois de tractation dans les coulisses du ministère du Travail. D'ailleurs, des débats qui dépassent largement ce qu'on appelle historiquement l'aile gauche, car beaucoup des députés, prenant connaissance du texte, se rendent compte quand même qu'il y a de gros problèmes qui peuvent se poser aux salariés de leur circonscription. Je crois qu'au sein du Parti socialiste, la volonté d'amendement est certainement plus large qu'on ne le croit. Un sentiment partagé par les syndicats non signataires de l'accord, des syndicats bien décidés à faire pression sur les parlementaires. La partie n'est pas terminée sur cette affaire. Et on a connu des situations où l'intervention, la mobilisation des salariés a fait bouger les lignes, y compris d'un projet de loi. Dans ce parcours législatif qui commence, le gouvernement pourra compter sur le soutien de parlementaires UMP, à l'image de Gérard Larcher. L'ancien ministre du Travail connaît la difficulté de l'exercice et juge l'accord équilibré. J'ai bien noté, d'ailleurs dans le passé c'était la même chose, que les deux syndicats, CGT et Force ouvrière, qui n'ont pas signé, ont quand même participé à la rédaction de la transcription, j'allais dire en mode législatif, de projet de loi de l'accord entre les partenaires sociaux. Attention à la posture, attention au jeu de rôle. Si naturellement le texte qui nous vient après l'Assemblée nationale est un texte qui respecte l'esprit et la lettre des accords, je voterai cet accord des partenaires sociaux. Soutien du MEDEF et de l'UMP, avis partagé des syndicats, pression de son aile gauche. François Hollande a choisi ce contexte pour annoncer une prochaine loi sur les licenciements dans les entreprises rentables. Un engagement de campagne, pas du tout du goût du patronat. Ça, c'est une proposition de loi qui est pour nous inacceptable et même dangereuse. En matière de dialogue social, le gouvernement donne l'impression de souffler le chaud et le froid. Un calcul risqué. Premier élément de réponse le 5 mars prochain avec la manifestation de salariés à l'appel de FO et de la CGT. Voilà, Pierre Lachant du service politique de l'agence France Presse nous a rejoint. Bonsoir Pierre. Donc à vous d'interroger le ministre sur cet accord qui va devenir loi, donc qui n'est pas applaudi par tous, on l'a compris. C'est rare, vous savez. Hein, c'est rare que quelque chose soit applaudi par tout le monde. Ce serait même presque suspect. Cet accord, Monsieur le ministre, est-ce que c'est le réformisme de gauche? Pourtant, certains à gauche le critiquent, disant qu'il est trop déséquilibré en faveur du patronat, ou que c'est du social-défaitisme. Que leur répondez-vous? Alors, je n'ai pas entendu beaucoup de gens me dire ça, mais j'attends qu'ils me le disent en face. C'est quoi cette loi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet de loi. Hein. On parle de l'accord parce que c'est un processus qui est très important. Mais c'est un projet de loi. Ce projet de loi, c'est le projet de loi du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, porté par le ministre du Travail, Michel Sapin. Juste pour qu'on ne se trompe pas de personnalité en face de soi. Mais c'est un processus. La méthode est quelque chose de très nouveau dans sa réussite et de très important. Qu'est-ce que nous voulons? Nous pensons que si on veut réformer en profondeur, et il faut le faire, le droit du travail, pour donner plus de capacité d'adaptation aux entreprises, aux situations, on a parlé de quelques-unes, plutôt que d'attendre le dernier moment pour régler ou ne pas régler le problème, ou pour compter le nombre de licenciements, il vaut peut-être mieux faire ça avant, prévenir les choses, faire évoluer les choses et préserver le plus grand nombre possible d'emplois. Et puis de l'autre côté, il faut sécuriser chacun des salariés, sécuriser, lui donner des sécurités personnelles, des droits à la formation, des droits à la couverture santé, des droits à l'indemnisation chômage qui soient supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Si on veut réussir ce type de réforme en profondeur, ça ne peut pas venir simplement d'en haut. Ça ne peut pas simplement être une volonté politique. Il faut d'abord regarder ce qu'en pensent ceux qui connaissent l'entreprise, ceux qui la dirigent comme ceux qui y travaillent. Donc il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Là où Nicolas Sarkozy faisait siffler les partenaires sociaux dans ses meetings, nous leur faisons confiance pour négocier et parvenir à un accord. Et ils sont arrivés à un accord
qui n'emporte pas forcément la signature de tous. Bah non, mais on les écoute aussi, les opposants. Mais heureusement, moi j'ai été le premier à les écouter, je vous dirai d'ailleurs comment. Mais un accord, et la moindre des choses qu'on doit faire vis-à-vis de ceux à qui on a demandé de négocier, c'est de respecter le résultat de leur négociation. Alors, seule la CFDT et 2 autres syndicats ont signé cet accord donc, avec le patronat. Pourquoi seuls 3, c'est plus que 2. Mais il manque quand même, la CGT et bien sûr, on va les mais citer 3, c'est plus que 2, donc c'est pas seul. Ils sont pour une fois unis, voilà. Et sans la CGT et FO, le dialogue social ne risque-t-il pas d'échouer? Alors, la CGT et FO, quand je leur ai demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour négocier sur ce sujet? Ils ont dit, oui, nous serons autour de la table. Et ils ont eu raison. Ils sont arrivés autour de la table. Est-ce qu'ils sont sortis de la table pendant la négociation? Non, ils ont été jusqu'au bout de la négociation. Ils ont eu raison. Je vais vous dire pourquoi ils ont eu raison. Parce qu'ils ont pu, en pesant dans la négociation, obtenir un certain nombre de choses que peut-être le rapport de force n'aurait pas pu permettre d'obtenir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils me demandent? Ils ne me disent pas retirez le texte, ils ne me disent pas mettez tout au panier, ils me disent modifiez sur tel ou tel point. Ils disent parfois que c'est une régression sociale. Mais ça, c'est des paroles. Il faut regarder le contenu, point par point. Je sais que dans le débat, je n'ai aucun doute, moi, dans le débat, et en particulier au débat au Parlement, point par point, mesure par mesure, proposition par proposition, il est tout à fait possible, parce que c'est la vérité, de démontrer que ça va dans le sens de l'intérêt de tous les salariés. Mais ils ont participé à cette négociation. À la fin, c'est normal, c'est ça le jeu de la négociation. Ils disent, globalement, ça ne nous va pas, donc on signe pas. Vous auriez préféré qu'ils signent, quand même. Mais bien entendu, on préfère. Quand même. Mais bien sûr, mais c'est pas moi qui étais à la négociation. Ensuite, ma tâche, c'est quoi? Ce qu'on appelle souvent la retranscription, ce qui n'est pas vrai, c'est l'écriture de la loi, c'est l'écriture de la règle, en s'inspirant et en respectant l'accord. Je l'ai fait, et je l'ai fait comment? Loyalement vis-à-vis de ceux qui avaient négocié et conclu l'accord, et en transparence avec les autres. Oui, ils étaient aussi à ma table, et c'est normal. J'écris la loi pas seulement pour ceux qui ont signé l'accord, j'écris la loi pour tous. Donc, je propose la loi pour tous. Avec eux, alors. Mais bien sûr, oui. Mais bien sûr, le dialogue continue avec eux. La CGT, par exemple, les forces ouvrières ont donc pesé sur le texte retranscrit, même si vous n'aimez pas ce mot-là. Mais ils ont je leur ai dit exactement point par point, mais c'est mon sens du dialogue. Je ne vais pas choisir les bons et les mauvais. Toutes les organisations syndicales, pour moi, sont légitimes. Elles apportent quelque chose, elles représentent une identité, elles ont un rôle ensuite dans les entreprises. Mais je vais aller un tout petit peu plus loin. Toutes les organisations syndicales, quand ce texte sera devenu la règle nouvelle, la nouvelle règle du jeu dans les entreprises. Quand le texte sera voté. Oui, quand il aura été voté. J'ai pas de doute sur ce point. On va parler peut-être, si vous le souhaitez, Absolument. de ce que vous appelez les coups de boutoir, dont j'ai entendu une représentante de la gauche Madame du Parti Lienemann, socialiste, oui, Madame Lienemann, pour laquelle j'ai plein de respect et même d'amitié. Ben voilà. Mais donc on donne la parole à Madame Lienemann, ce qui est tout à fait normal. Et puis il y a tous les autres. Voilà, il y a tous les autres Alors sénateurs. le jour où le texte sera voté. Mais je laisse ça de côté. Les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales, et tout particulièrement les premières d'entre elles, CGT, CFDT, FO, vont s'emparer de ces dispositifs. Ils seront les premiers à négocier dans les entreprises, parce qu'on donne un pouvoir de négociation, on donne un pouvoir aux organisations syndicales dans les entreprises considérable pour négocier les accords qui permettent aux entreprises de s'adapter aux situations. Ils seront les premiers, d'ailleurs comme ils le font déjà aujourd'hui. Ah oui. Mais comme ils font, il y a des négociations à PSA en ce moment. Oui. Quels vont être, me dit-on, les signataires? FO. Bon, voilà. Par exemple, oui, vous avez raison. Je peux vous prendre d'autres exemples où c'est la CGT qui fait partie des signataires. Mais c'est normal. Je ne les prends pas en défaut. Au contraire, je les prends en train d'agir, de défendre les intérêts de ceux qu'ils représentent. C'est ce qu'ils feront demain avec les nouveaux outils que nous leur offrons. Que la CGT et la FO ont annoncé leur intention de manifester le 5 mars à la veille du... de manifester, c'est normal aussi. Alors attendez, vous dites quoi? C'est une posture. Alors ils manifestent et vous dites que vous négociez avec eux au téléphone et puis ils sont contents des mesures qu'ils vont pouvoir appliquer eux-mêmes dans leurs négociations. Je ne vais pas parler à leur place. Ils disent qu'ils ne sont pas contents. Je ne vais pas aller retourner les choses. La vérité n'est pas celle-là, vous écoutez. Mais la vérité, elle est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus complexe. Et on peut être en désaccord avec un texte dans sa globalité et ensuite être républicain et avoir qu'une seule idée, c'est qu'au bout du compte, lorsque le texte devient réalité, s'en emparer pour le faire vivre dans les entreprises. Avez-vous des crispations sociales à la suite de la position très ferme de la CGT? Non, pas sur cette question, c'est pas sur ce texte-là. Les crispations sociales qui existent, les tensions sociales qui existent, elles existent sur des dossiers dont nous avons parlé il y a quelques minutes. Parce que je le répète, quand vous êtes confronté à la fermeture d'un site, au licenciement de plus de 1000 salariés, ou que ce soit, il y a de quoi être tendu. Donc la tension sociale, elle est présente, elle est légitime, elle est normale. Et nous devons
faire avec, et non seulement faire avec, mais accompagner pour essayer de trouver les solutions, ou parfois dans certains cas les moins mauvaises solutions. Mais ce n'est pas à propos de cet accord, ou en tout cas du projet de loi que je porte, que je redoute des tensions sociales. Bien. Au contraire, je pense que ça sera vraiment donnera des capacités de mouvement, des capacités de négociation, des capacités pour peser aux organisations syndicales qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Alors, tension sociale et peut-être d'abord tension politique. Voilà. Et au Parlement, comment ça va se passer? Quelle est la consigne? C'est pas touche ou quelle sera la marge de manœuvre, de discussion? C'est très étrange cette vision, comment dirais-je, disciplinaire du débat démocratique. Moi, j'ai été député depuis très très longtemps. Voilà. J'ai commencé, j'avais 28 ans. J'avais un droit d'amendement. Tout député, tout sénateur a un droit d'amendement. Il est reconnu par la Constitution. Oui. On va retirer le droit d'amendement aux parlementaires? Non, ça n'est pas possible et c'est pas souhaitable. C'est beaucoup plus important que ça, ce qui se passe. Ce qui se passe, je vous le disais d'ailleurs, est-ce qu'un gouvernement qui est favorable au dialogue social, qui demande aux partenaires de négocier et qui constate qu'il y a un accord, peut remettre en cause cet accord? Non. Sinon, il y aurait un défaut de loyauté. C'était pas la peine de demander aux organisations syndicales et patronales de négocier si au bout du compte on ne respecte pas leur accord. Vous-même vous l'avez amélioré le texte, vous nous l'avez expliqué. Bien sûr, parce que les députés veulent le même droit. Mais alors l'amélioration du texte ne me pose absolument aucun problème à personne. Mais je le répète autrement. Au Parlement. Mais un parlementaire joue son rôle. J'ai pas comment dirais-je l'outrecuidance de penser que mon écriture serait la seule possible et la plus performante. Mais simplement, dans le simplement il y a beaucoup. Pour le Parlement, c'est comme pour le gouvernement. Qu'est-ce que ce serait qu'un Parlement globalement et très majoritairement favorable au dialogue social, favorable à la recherche d'accords et de compromis, qui dirait « il y a eu un accord, je m'en fiche ». Non. Pour un parlementaire, ça pèse, ça a un poids, ça a une importance. Et c'est ça qui va aboutir à ce que les parlementaires, en particulier les parlementaires de gauche, les parlementaires socialistes, aient qu'une seule vision, c'est de respecter l'équilibre d'un accord. Mais respecter l'équilibre d'un accord, ça ne veut pas dire ne pas amender. Enfin, il y a toujours un débat d'amélioration de la loi. Il peut y avoir de tels amendements. Comment? Quels sont les points où il peut y avoir de tels amendements? J'en sais rien. Moi, quand j'écris le texte, j'ai le sentiment de faire le meilleur texte possible. Oui. C'est aux autres d'être intelligents, plus intelligents que moi, ce qui est parfaitement très facile à faire. Est-ce que vous jugez que ce texte peut encore être meilleur? Il peut certainement être mieux écrit, mais on n'est même pas mieux écrit, c'est pas une question d'écriture, c'est une question sur les mesures sociales. On peut répéter les choses 100 fois. Il y a un équilibre dans l'accord. Toute volonté gouvernementale ou parlementaire de mettre en cause l'équilibre serait mettre en cause le processus lui-même. Ce n'est pas la peine de redemander une autre fois à des partenaires sociaux de négocier si on ne respecte pas leur accord aujourd'hui. Deuxième chose, nous sommes dans un avant-projet. Cet avant-projet, il va bouger encore. On va au Conseil d'État. Le Conseil d'État, il y a des gens extrêmement compétents, extrêmement pertinents et extrêmement intelligents. Et 3 fois plus intelligents que moi-même quand il s'agit d'analyser le caractère juridique d'un texte. Il y aura sûrement des améliorations qui seront issues du Conseil d'État. Et si ensuite, devant le Parlement, il y a des députés extrêmement pertinents qui disent sur tel point ou sur tel autre, on peut améliorer la rédaction, il y a une ambiguïté, il faut éviter une chose trappe, il faut éviter que je ne sais pas quoi, il y a ensuite un contentieux judiciaire ou juridictionnel inutile, et donc on va essayer d'améliorer les choses. Moi, j'ai aucun problème. C'est ce que j'ai fait avec l'accord. Il y avait des parties dans l'accord qui étaient ambiguës ou qui étaient incomplètes. Tout le monde le disait d'ailleurs. C'était ambigu ou incomplet. J'ai pris mes responsabilités. J'ai dit c'est ambigu. Moi, ça ne peut pas être ambigu dans le texte. Donc je dis les choses. Je vérifie avec ceux qui ont négocié si ça respecte l'accord et si ça respecte l'équilibre. Et au bout du compte, ils me disent oui. Vous avez fait des choix, mais vous avez respecté l'équilibre. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, pas touche à l'équilibre du texte, mais vous êtes ouvert à des améliorations du Conseil d'État, des députés PS. J'ai été un parlementaire pendant très longtemps. Le débat parlementaire aura lieu, mais avec ce qui est très important, ce n'est pas une contrainte politique, c'est une conviction politique. On ne peut pas être favorable au dialogue social si on ne respecte pas le résultat de ce dialogue social. D'accord. C'est simple, non? Ah oui, ça y est, on a tous bien compris, et surtout, vous vous adressez aux parlementaires de votre camp. Mais j'ai aucun problème, c'est ce qu'ils disent aussi eux-mêmes. Ah ben certains trouvent que le texte... Mais non, certains. Le texte est trop favorable au MEDEF, c'est ce que nous rappelait notre confrère. Si vous pouvez en citer 5, vous serez à peu près au bout de votre compte. Et puis il y a combien il y a de députés, combien il y a de sénateurs socialistes? Voilà, vous faites le calcul. Bon, et vous verrez de quel côté se trouve le respect du dialogue social. Dernière question. Le réformisme social-démocrate que vous défendez par le dialogue social, êtes-vous confiant sur la poursuite et le développement de cette méthode de négociation dans le pays? Oui, profondément. Enfin, on a mis sur la table les sujets les plus délicats.
les plus difficiles, qui n'avaient pas été abordés, en tous les cas de manière constructive et victorieuse, depuis 40 ans. C'est la première fois depuis 40 ans qu'on met sur la table les sujets les plus difficiles, que les partenaires sociaux s'en emparent et qu'ils arrivent à un accord. Et c'est la première fois qu'on va avoir une législation qui n'est pas rien, hein. C'est un gros texte. On va réformer en profondeur. Et on va permettre aux entreprises, au lieu d'avoir ce réflexe aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, de dire combien je en licencie, eh bien de travailler autrement. Ça va être comment j'évite d'en licencier, comment je discute plus tôt, comment je passe des accords avec les organisations syndicales dans l'entreprise. Ça va être le dialogue dans chaque entreprise pour préserver l'emploi, pour développer l'emploi et pour sécuriser chacun d'entre eux. Vous vous rendez compte le champ nouveau? C'est quelque chose. Bon, donc ça a marché. Pardon, je réponds à la question. Oui. La question c'était, est-ce que vous allez continuer? Ça a marché, on va continuer. Oui, ça c'est sûr. On va même constitutionnaliser le dialogue social. C'est une manière de montrer combien on attache de l'importance à cette manière de faire, qui est qu'on ne décide pas tout au niveau central. Pour bien réformer la société, il faut aussi compter sur la société d'en bas. Et ça, c'était un des engagements de François Hollande durant la campagne, justement, la constitutionnalisation il respecte ses de la négociation sociale. C'est aussi une grande... Y compris sur les questions de loi sur les sites rentables ou de lutte contre les licenciements boursiers. D'un mot, c'est une grande victoire aussi pour François Hollande. Ça ajoute à ses galons de chef de guerre au Mali? Ce sont des domaines différents. Non, mais politiquement. Ce sont des domaines différents. Il est dans son rôle de président de la République lorsqu'il s'agit d'engager les forces armées. Il l'a fait avec maîtrise et avec succès au Mali. Et puis il y a l'emploi. L'emploi. La lutte contre le chômage. Ça ne durera pas quelques mois, l'emploi et la lutte contre le chômage. C'est vraiment vers cela que nous sommes tous tournés et pour longtemps. Merci Pierre d'avoir été avec nous ce soir. Dernière partie de Preuve par 3 avec Perrine Tarnaud de Public Sénat pour parler de vous aujourd'hui, Michel Sapin, vous aujourd'hui et demain, quand l'ami depuis toujours de François Hollande est bien noté dans les pages politiques des journaux. François Goulin. 9 mois de ministère et un bilan sans fausse note. Michel Sapin, le fidèle parmi les fidèles du président Hollande, a su affirmer son autorité au fil des dossiers, alors même que les chiffres du chômage flambent. Ses compétences font presque l'unanimité chez ses interlocuteurs, du MEDEF à Force ouvrière. Un talent de négociateur que son ami le sénateur Jean Germain connaît bien. Je pense qu'il a une profonde croyance dans l'être humain et pas de jugement à l'emporte-pièce. Il rencontre un syndicaliste CGT qui dit que les socialistes sont des pourris, des vendus. C'est pas pour ça qu'il va décider de ne pas discuter avec lui. Il considère que voilà, ça fait partie du jeu. Sa proximité avec François Hollande et son dévouement aux idées social-démocrates du compromis ont développé chez le ministre du Travail un sens aigu du pragmatisme. On ne peut pas convaincre sans prendre le risque d'être convaincu. Je pense que c'est ce qui peut lui arriver aussi. À un moment, même s'il arrive avec une position, par l'élaboration collective, probablement est-ce qu'il change de position lui aussi, qu'il est convaincu. Et ça, je pense l'avoir vu, d'être toujours sur la position la plus efficace et la plus pertinente au moment où il la défend. Michel Sapin maîtrise sa communication, avare de déclarations lorsque son homologue du redressement productif multiplie les saillies. Cette discrétion, ses détracteurs la voient comme un manque de courage, voire un calcul politique. On n'entend quasiment plus M. Sapin, c'est clair. Qu'est-ce qu'il fait? Il commente les statistiques du chômage mois après mois pour dire oui, le chômage s'est encore aggravé. C'est peut-être une tactique, mais regardez paradoxalement, dans les codes de popularité, c'est plutôt Montebourg qui monte que Sapin, donc ce n'est pas forcément une tactique efficace. Avec ce profil de ministre dévoué et discret, Michel Sapin est cité parmi les rares premiers ministrables de l'équipe actuelle. Il joue cependant gros en raison de l'importance des défis qu'il doit relever, l'inversion de la courbe du chômage et la création de 100 000 emplois d'avenir, le tout d'ici à la fin de l'année 2013. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Perrine, bonsoir. Bonsoir. Aux questions au ministre du Travail. Oui, Michel, bonsoir Michel. Sapin, qu'est-ce que vous répondez déjà à Marc-Philippe Daubresse qui dit que vous manquez un peu de courage politique? Écoutez, voilà, il y a au moins une personne qui dit du mal de moi. Ouais, ça me rassure. Vous trouviez que le reportage était trop en faveur? Non, je ne trouve rien de trop. C'est un reportage fait par des journalistes que je respecte la totale indépendance. Mais que ce soit Marc-Philippe Daubresse d'aujourd'hui, je l'ai connu... à l'écoute, je l'ai connu dans le dialogue et je crois qu'il a un peu mal tourné, mais très bien. Une personne a dit du mal de moi, tant mieux. Le Monde du week-end, vous placez dans la catégorie des valeurs sûres du gouvernement Ayrault. Est-ce que ça vous laisse de marbre, vous, ces classements entre bons ou mauvais ministres? Il vaut mieux avoir ce type de commentaires que l'inverse, mais en même temps, je sais que tout ça va et vient, que ça fait partie des commentaires de l'actualité. Ce qui compte dans un gouvernement,
c'est pas de vouloir réussir individuellement, même si on préfère que ça marche pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour tous, pour l'ensemble? Quelle place on a dans un ensemble? C'est une vraie équipe. On peut avoir des moments en se disant allez, si je vais marquer le but tout seul, ça va être super. Non, c'est pas vrai. Pourtant, on a quand même l'impression que certains jouent solo dans le gouvernement, comme dans tous les gouvernements. Oui, mais c'est toujours un risque. Puis il y a des personnalités qui sont ainsi. Puis heureusement, si un gouvernement était fait uniquement de petits pois, comme dirait l'autre, qui se ressemblent les uns les autres, on s'ennuierait et on ne serait pas efficace. Donc il faut un ailier droit, un ailier gauche, un avant-centre, des piliers à l'arrière. Enfin bref, donc il faut une vraie équipe avec des personnalités différentes. Vous placez où dans cette équipe? Quelque part au milieu là. Donc vous noyez un peu le poisson là. Non mais en plus j'ai pris une image qui était une image footballistique et une image qui était une image de rugby, donc ça marche pas. Donc vous voyez bien que quand je veux trop prendre une métaphore, ça ne fonctionne pas. Mais être au sein d'une équipe et jouer pleinement mon rôle dans cette équipe, oui, ça me va. Et puis vous savez, moi j'ai qu'une seule volonté, c'est que la présidence de François Hollande réussisse et que lui-même réussisse. Et réussir, ça veut dire quoi? Que ça change pour les Français, que la réalité, que la vie quotidienne des Français puisse s'améliorer alors qu'on est dans une situation extrêmement difficile. Donc la loyauté avant tout. En ce moment, la coqueluche et de la gauche et des médias, c'est Christiane Taubira, ovationnée. C'est pas une coqueluche, c'est vraiment une personnalité exceptionnelle. Oui. Et ovationnée cet après-midi pendant près de 3 minutes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale après l'adoption du texte sur le mariage pour tous. Mérité, vous dites? Oui, parce qu'on a bien vu la puissance, parfois la mesquinerie des attaques, y compris vis-à-vis de la personne de... Elle a eu un début dans le gouvernement assez dur. Taubira, oui, parce qu'elle est femme, parce que elle est issue de la diversité, comme on dit, elle est noire, et donc immédiatement on a bien vu qu'il y avait un regard particulier qui se portait sur elle. Eh bien elle a montré qu'elle avait des qualités exceptionnelles, bien supérieures à beaucoup de ceux qui avaient voulu à un moment donné la critiquer. Et elle a su, dans ce débat difficile sur le mariage pour tous, porter une voix, porter une conviction et le faire avec respect. Ce qui fait qu'au bout du compte, vous avez vu ce débat où il y a plus de Français à la fin du débat qui sont favorables au texte qu'au début. D'habitude, c'est toujours l'inverse. Eh bien, elle a une force de persuasion telle qu'elle a convaincu un grand nombre de Français que c'était une très belle et bonne loi, une loi de progrès, une loi d'égalité. Vincent Peillon, je vous rassure, on ne va pas faire tout le tour du gouvernement. Mais est-ce que lui, il cale en ce moment sur la réforme des rythmes scolaires? Il y avait aujourd'hui des grèves, des manifestations assez importantes dans l'éducation nationale. Est-ce qu'il a péché par excès de confiance? Non, mais dès qu'on touche au dispositif de l'éducation nationale, c'est très compliqué. Puisque vous avez beaucoup de professeurs, chacun a une vision de son propre rôle, parfois compréhensible. Vous avez beaucoup d'élèves et vous avez presque autant de parents d'élèves, ou même presque plus de parents d'élèves. Donc ça fait énormément de monde. Je ne connais pas de ministre qui, quand il prend une décision, touche à autant la vie quotidienne d'autant de monde. Donc dès que vous touchez à quelque chose d'important, c'est vrai que c'est compliqué, que c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut échouer. On n'est pas condamné, absolument. Donc on n'est pas condamné à l'immobilisme et au conservatisme. Et sur ce point où l'intérêt de l'enfant n'est discuté par personne. Oui, c'est ça. On avait l'impression pendant la campagne que cette réforme était contestée par personne. Et oui, mais le jour où on le fait, chacun y voit un petit inconvénient. Donc ça veut dire qu'il y a eu un manque de concertation, vous qui êtes un homme de dialogue. Au lieu de voir le petit inconvénient que chacun peut ressentir, il vaut mieux voir le grand intérêt qu'il y a pour l'enfant. Pas de manque de concertation? Non, il y a eu des concertations sans fin, il y en a eu plein. Moi, j'ai participé aux États généraux qui ont permis de définir, y compris une grande loi de programmation qui va être bientôt discutée. Tout le monde était d'accord pour dire c'est privilégier l'intérêt de l'enfant. Le jour où on arrive dans la réalité, c'est difficile. Eh bien, il faut continuer à dialoguer, expliquer, montrer qu'il y a des solutions. Parfois, il y a des vraies difficultés qui sont mises en avant. Combien de temps va durer la période pendant laquelle l'enfant ne sera pas en classe? Quel va être l'accompagnement? Comment les collectivités locales vont-elles pouvoir faire face? Tout ça, ce sont des vraies questions, mais elles vont être résolues. Moi, je vois dans ma petite commune d'Argenton-sur-Creuse, eh bien... Vous allez l'appliquer? Oui, bien sûr, elle va être appliquée dès septembre 2013, et on met en place les moyens pour cela. Et vous verrez, les parents, les enfants... Bon élève, c'est ce que oui, moi j'essaie d'être bon élève parce que j'aime beaucoup les élèves et je pense que c'est l'intérêt des élèves. Parfait, Michel Sapin. Sur François Hollande, au-delà de l'homme qui a certainement changé, évolué avec la fonction, est-ce que ce ne sont pas les regards sur lui qui ont évolué ces dernières semaines? Comment vous voyez les choses? Mais même depuis qu'il est président de la République, on ne regarde pas quelqu'un qui devient président de la République comme celui qui était là auparavant. C'est normal. Il y a un respect d'ailleurs pour la fonction. Il y a une admiration pour la responsabilité qui change effectivement le regard. Et puis, ce qu'il y a depuis quelques semaines, oui, voilà, c'est depuis quelques semaines, au fond, vous avez la conjonction d'un certain nombre de choses. Alors,
heureusement, on ne fait pas la guerre tous les jours. Je dis heureusement parce que décider de l'engagement de troupes, c'est décider du risque pour ces troupes, et y compris du risque suprême pour ces troupes. Et puis c'est décider de la mort aussi d'autres, ceux qui sont en face, et qu'il faut, disent les militaires avec des mots toujours alambiqués, anéantir, traiter. Oui, mais enfin, c'est la mort. Hein. Bon, donc, ce sont des décisions extrêmement difficiles et qui effectivement montrent que François Hollande, peut-être au même titre que d'autres présidents à d'autres moments, a ces capacités de décision, de prise de décision extrêmement puissantes qui impliquent y compris la vie des autres. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on a vu grandeur nature sur un sujet comme celui de chef des armées. Mais il y a beaucoup d'autres sujets. On voit maintenant la continuité, on voit la cohérence de cette politique. Ça commence à se voir. Parce qu'au début, on fait une réforme, on fait une autre réforme. C'est pas que ça tâtonne. C'était difficile au début, vous nous dites. Mais non, mais c'est pas que ça tâtonne, mais c'est qu'on met en place une réforme, on commande cette réforme, on en met en place une autre, on commande l'autre réforme. Mais il y a un moment donné où tout ça est cohérent. On veut que l'économie française fonctionne mieux. Donc il fallait que les entreprises aient plus de capacité d'intervention, d'investissement, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi, mais il faut aussi qu'elles surmontent ce que François Hollande très intelligemment appelle la peur de l'embauche. Parce qu'en France, il y a parfois une forme de peur de l'embauche. Eh bien, il faut surmonter cette peur de l'embauche. C'est ce que nous allons faire avec le texte sur la sécurisation de l'emploi. Donc, vous voyez que tout ça est cohérent. Et quand on stabilise l'Europe, quand on met en place au niveau européen un certain nombre de programmes en faveur de la croissance, on est dans cette cohérence, et cette cohérence est en train de se voir. Une dernière question sur votre ministère, Michel Sapin. Vous êtes interpellé dans une vidéo et par une pétition qui a été signée par 130 000 personnes, par des travailleurs du dimanche, par des salariés de magasins de bricolage, qui vous demandent la poursuite de l'ouverture le dimanche de ces enseignes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais qu'il faut respecter la loi. C'est quand même... Oui, mais pourquoi certaines enseignes de bricolage, est-ce que vous demandent, ont le droit d'être ouvertes, il y en a qui ont respecté la loi et d'autres qui voudraient dire, sous prétexte que je n'ai pas respecté la loi, donnez-moi le droit de ne pas respecter la loi. On ne peut pas fonctionner comme ça dans une société. Aucune société. Moi, quand un feu est rouge, je dis le feu est rouge. Et c'est pas parce que quelqu'un a brûlé le feu rouge que je vais lui dire tu as eu raison de brûler le feu rouge. Enfin, où irait-on si on allait comme ça? Mais pourquoi certaines enseignes, par exemple d'ameublement, de jardinerie, ont le droit d'être ouvertes le dimanche? Parfois voisines. Parce que certaines enseignes ont respecté la loi, ont demandé, il y a eu des autorisations avec, c'est des zones qui ont été définies, qui permettent, oui, qui est la loi, donc ils l'ont respecté. Et d'autres ont dit, ça sert à rien de respecter la loi, de toute façon, après coup, ça sera régularisé. Je ne sais pas, moi, gérer une société, ne serait-ce que le monde du travail, en fonction de volonté qui consisterait à dire, je brûle le feu rouge, donnez-moi l'autorisation de brûler le feu rouge. Non, il faut respecter la loi. Ce qui n'empêche pas de négocier, de discuter, pour voir les évolutions possibles. Mais on doit respecter la loi. Et ce n'est pas eux qui ne respectent pas la loi. Eux, ils sont salariés. D'un certain point de vue, ils sont un peu prisonniers dans cette affaire. Non, c'est la direction qui doit respecter la loi. Où est-ce que vous voyez, Michel Sapin, où est-ce que vous voyez demain si vous remportez la bataille de la France, comme a dit Jean-Marc Ayrault aujourd'hui, c'est-à-dire la bataille de l'emploi? Et déjà, vous allez la remporter, vous l'avez dit. Les courbes vont s'inverser à la fin de l'année. Où est-ce que vous voyez Premier ministrable, le mot était cité tout à l'heure dans le reportage. Non, mais moi, je ne pose absolument pas ces questions. Et en plus, je considère que c'est le poste le plus difficile, le plus fatigant, le plus éreintant de la République. Mais qu'on ne refuse pas. Il vaut mieux éviter que vous ne voulez pas. Donc, dans ce cas, c'est peut-être le meilleur moyen. Non, moi je suis très bien là où je suis. Merci. Et le boulot n'est pas terminé. Merci à vous, merci Perrine. Bonsoir à tous. La semaine prochaine, Valérie Pécresse sera notre invitée. Dès son apparition sur la scène publique, il fait preuve d'un talent, d'un charisme qui en font un porte-parole idéal. Il a tenu ses promesses en faisant une belle carrière, même si le premier secrétaire du PS est aujourd'hui critiqué justement par certains pour son manque de charisme. Alors, y a-t-il une manière de faire de la politique quand on est jeune? Quels sont les thèmes et les discours qui permettent d'émerger? Et comment se comporter les têtes d'affiche d'aujourd'hui à leur début? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur les jeunes pousses d'hier et d'aujourd'hui. Déshabillons-les. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. J'ai affirmé
que la grande priorité du prochain quinquennat sera l'école, l'éducation. Je revendique les 60 000 postes d'enseignants, de surveillants, d'assistantes sociales, d'infirmières. Nous avons besoin de 150 000 professeurs pour les 5 années qui viennent. Pas pour les professeurs pour eux-mêmes, mais pour former des millions et des millions d'enfants. Nous avons 12 millions d'élèves scolarisés aujourd'hui dans le système. Ils sont la France de demain. L'école de la République, grande priorité affichée du quinquennat. Pour réfléchir au recrutement et à la formation des professeurs, Jacques-Bernard Magnier, sénateur du Puy-de-Dôme et ancien enseignant, a dirigé pendant 4 mois un groupe de travail. Objectif, nourrir la future loi sur la refondation de l'école, grâce à une trentaine d'auditions au Sénat et à des déplacements dans différentes académies. Il y a donc 3 grands objectifs. D'abord, de retrouver un vivier qui permette d'assurer la pérennité du métier d'enseignant, parce que pour qu'on ait des enseignants, il faut qu'il y ait des gens qui veuillent s'y former. Ensuite, retrouver une base sociale plus large, une assiette sociale plus large du recrutement, puisqu'on voit bien que pour le master, il y a une forme, entre guillemets, d'embourgeoisement de ceux qui bénéficient de ces formations. Et enfin, une meilleure formation tout au long de leur scolarité, jusqu'au master, de ceux qui seront enseignants. Le gouvernement Ayrault souhaite recruter massivement et vite. 150 000 enseignants dans les 5 prochaines années, cela correspond aux 54 000 créations de postes, promesse de François Hollande pendant la campagne présidentielle, auxquelles s'ajoutent les presque 100 000 départs à la retraite qu'il faudra compenser. Une urgence de recrutement que partagent les personnalités auditionnées par le groupe de travail. Les besoins de recrutement, on le sait, sont et seront considérables, pour diverses raisons, et en particulier les raisons démographiques. Ce n'est pas tout à fait maintenant ou jamais, mais il me semble qu'à travers toute la concertation, il y a eu le sentiment très fort qu'il fallait effectivement, on en était à un moment clé, et que ce qui ne se serait pas maintenant ne se ferait peut-être pas après, et que si on veut préserver une certaine idée de l'école, de ce qu'est l'école dans la société, il fallait évidemment aboutir et réussir vite. Une situation très perceptible sur le terrain. À 1 500 € net en début de carrière après 5 ans d'études, les candidats ne se bousculent pas au portillon. Anaïs Crapé est une de ces nouvelles professeurs, stagiaire cette année à Villejuif, en banlieue parisienne, après avoir réussi son concours l'an passé. Sa matière, les mathématiques, est l'une des plus frappées par la crise des vocations. Donc le titre du chapitre, opération sur les nombres en écriture fractionnaire. Quand on dit qu'on met au même dénominateur, qu'est-ce qu'on choisit comme dénominateur? Le plus grand. Le plus grand. L'an dernier, près d'un tiers des 950 postes ouverts en mathématiques n'ont pas été pourvus, et ce sera sans doute encore le cas à la rentrée 2013. Allez, on y va, on met tout sur 16. Une image dégradée du métier et des conditions de travail peu attractives découragent nombre d'étudiants. Le plus grand des dénominateurs, c'est 12, et donc on va tout écrire. Au vu de la réforme qui demande maintenant 5 ans d'études pour devenir professeur de mathématiques, avec le même niveau de mathématiques exigé au bout de l'équivalent de la licence, on peut aller faire une école d'ingénieur. Alors c'est sûr, le temps de travail n'est pas le même, mais le salaire non plus. Donc ça peut expliquer la crise des vocations, en tout cas dans les mathématiques, ça c'est sûr. Et puis 5 ans d'études, c'est dissuasif aussi. Mine de rien, 5 ans d'études, il faut les financer. On les fait dans des grandes villes, donc il faut se loger. Est-ce possible que vous êtes stagiaire alors? Mathématiques, lettres, anglais, allemand ou encore musique, nombreuses sont les matières où les besoins de recrutement ne sont pas comblés dans le secondaire. L'école primaire n'est pas épargnée. Les syndicats enseignants tirent la sonnette d'alarme sur la chute vertigineuse du nombre d'aspirants au concours. Il y a 6 ans, il y avait, on va dire, 3000 candidats qui postulaient pour les postes premier degré sur une petite académie comme Poitou-Charentes. Aujourd'hui, on en est à 200. Donc la question du vivier, elle se pose aujourd'hui. Très sincèrement, elle est parfois très, très grave, y compris dans des académies qui ont toujours été stables et attractives. Pour raviver la flamme de l'enseignement chez les étudiants, le ministère a lancé une grande campagne d'affichage dans toute la France et axé son discours sur la priorité donnée à l'éducation et donc à des emplois sécurisés en pleine période de crise. Je lance aujourd'hui un appel solennel à la jeunesse française. Nous avons besoin de nouvelles lumières républicaines
Nous avons besoin de nouveaux hussards noirs, nous avons besoin de la jeunesse française pour redresser la France et ensemble bâtir un autre avenir. Mais aucune recette miracle n'émerge pour attirer les étudiants. Au fil des auditions au Sénat, il ressort pourtant que c'est peut-être du côté de la formation que l'accent doit être mis, certains professeurs n'ayant jamais vu une classe avant d'exercer. Le recrutement précoce des enseignants, c'est une manière de préparer aussi des enseignants qui ne découvrent pas le métier en ayant le concours, ce qui est évidemment le drame actuel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis à l'UFM de Bordeaux. Je peux vous dire, les jeunes sont dans une situation de désarroi réel et profond. Et non seulement ils sont peu nombreux, mais en plus on crée les conditions pour qu'éventuellement ils raccrochent avant même d'avoir commencé. Donc voilà. C'est un métier qui s'apprend et qui nécessite une... Les auditions s'enchaînent et des pistes de formation précoce font leur chemin. Pourquoi ne pas imaginer